Elle était la plus jeune de 3 enfants de parents Doug et Mary, qui n'avaient pas prévu un 3e enfant mais ont accueilli Suzy dans leur monde. Suzy était une jeune fille calme, timide, mais très introspective. En grandissant près de son frère aîné, Stéphane, Suzy restait seule à l'école au lieu de nouer de nombreuses relations sociales. Cependant, elle a néanmoins développé une profonde compréhension de la nature humaine et a écrit de la poésie dans ses cahiers, si passionnée qu'elle sortait en plein milieu d'une douche, l'eau encore ouverte, et courait dans une pièce juste pour noter sa dernière inspiration. Cette sensibilité et dévouement se sont rapidement étendus au domaine de la science et de la technologie, où Suzy passait ses journées à faire des recherches et construisait des machines et des bibelots à partir de rien, la nuit. Au lycée, Suzy a découvert sa passion pour l'informatique et Internet. Adolescente, Suzy formait des amitiés virtuelles avec d'autres passionnés de technologie sur les forums, finissant par rejoindre un club d'informatique dans le café de la ville voisine. C'est lors de ces réunions informelles que Suzy a rencontré son petit ami de longue date, Richard Condon, un autre intellectuel et prodige de l'informatique. Au fil des ans, Suzy et Richard sont devenus très proches. Même après qu'il a quitté le lycée quelques années avant elle, Suzy a maintenu une relation romantique avec Richard, malgré leurs différences d'âge. En 1996, Suzy a finalement obtenu son diplôme du lycée local et a fréquenté l'Université d'État de New York à Oneonta pour étudier officiellement l'informatique. Cependant, une seule année à Oneonta s'est avérée trop facile pour Suzy, car ses cours ne mettaient pas au défi son véritable niveau d'intelligence. Pour approfondir ses études, Suzy a transféré à l'Université d'État de New York à Albany, ou SUNY Albany en abrégé. Doug et Mary pensaient que Suzy avait en réalité transféré pour être plus proche de Richard, qui vivait beaucoup plus près d'Albany. Doug a décrit Richard comme étant très mature pour son âge, et Mary a eu l'impression qu'il avait été un peu contrôlant en ce qui concerne sa relation avec Suzy. Cependant, l'indépendance de Suzy n'a pas été affectée, car elle travaillait dans 2 emplois hors campus dans des magasins d'informatique locaux, dont un Babbage's Game Shop au centre commercial Crossgates à Guilderland, New York. Au fil de l'hiver 1998, tout semblait normal pour Suzy et le reste de la famille Lyle. Doug et Mary étaient heureux en tant que parents dont le nid était vide, leurs 3 enfants réalisant leurs rêves. Suzy conciliait études, travail, relations et sa passion pour l'informatique. Tout se déroulait sans accroc, malgré le stress occasionnel lié à l'école, jusqu'à ce que mars 98 apporte une morosité et une fatalité inattendue, non seulement à Suzy Lyle, mais aussi à sa famille et à ses amis. Au début des années 90, Suzy rencontre son petit ami, Richard Condon, sur Internet et rejoint son club d'informatique dans un café local de l'État de New York. Ils entament bientôt une relation amoureuse au lycée qui dure plusieurs années. À divers moments au cours des prochaines années, la relation entre Suzy et Richard fluctue, frôlant la rupture lors de quelques moments instables, mais ne créant jamais une situation hostile ou dure. À l'été 97, Suzy transfère à une université d'État à Oneonta, vers la ensoleillée Albany pour suivre des cours plus exigeants et supposément être plus proche de Richard. Plus tard, en 1997, à l'automne, Suzy complète ses revenus avec quelques emplois. Peu de temps après le début de la nouvelle année en hiver de 98, Suzy dit à un collègue anonyme au centre commercial qu'elle a l'impression d'être suivie par quelqu'un qu'elle ne reconnaît pas. Suzy montre peu de peur ou d'anxiété malgré son intuition et ne révèle jamais plus de détails ni à son collègue ni à sa famille. Le jour de la Saint-Valentin, Mary, la mère de Suzy, l'emmène chez Richard pour une brève visite. Mary suppose que Suzy livrait une lettre de rupture en préparation d'une séparation définitive. Elle conclut que la rencontre avec une autre personne a augmenté la tension de Suzy. Qui pourrait être cette personne était inconnu. Tout au long des jours restants de février 1998, Suzy va travailler chez Babbage's sous une immense pression due aux examens à venir, apparaissant souvent tendue et dans une variété d'humeurs autour de son patron à la boutique. Le 1er mars, Mary parle à Suzy pour la dernière fois. Mary se souvient que Suzy était préoccupée par ses finances et attendait l'arrivée du prochain chèque de paie. Mary tente d'offrir un peu d'argent à sa fille, mais Suzy décline la proposition. Le matin du 2 mars, Suzy termine le gros examen qui l'avait rendue anxieuse les semaines précédentes.
Juste avant ou juste après l'examen, le même jour fatidique, Suzy retire ses 20 dollars habituels d'un distributeur automatique situé près du terminal de bus à Collins Circle, l'arrêt habituel de Suzy avant qu'elle ne parte pour le travail. Plus tard dans l'après-midi, Suzy effectue un autre retrait de l'inhabituel au distributeur automatique. À peu près au même moment où son quart de travail chez Babbage's commence au Crossgates Mall, un distributeur situé près du magasin, encore une fois pour un montant de 20 dollars. Quelques instants plus tard, lorsque Suzy pointe réellement pour travailler à 4 heures de l'après-midi, elle semble plus comme elle-même, beaucoup plus calme qu'elle ne l'a été au mois de février, du moins selon son manager. Vers 20 heures, le deuxième jour, le manager de Babbage's part, laissant Suzy finir son quart comme d'habitude. Tout est comme il se doit, mais à l'insu du manager, c'est la dernière fois qu'il aura un contact avec elle. Environ une heure plus tard, à 20h20, un gardien de sécurité nocturne à l'arrière du centre commercial Crossgates ne peut pas confirmer avec 100% de certitude qu'il a vu Suzy Lyle quitter le magasin, mais mentionne que rien n'était hors de l'ordinaire, même si la zone de sortie des employés était mal éclairée. On comprend qu'à ce moment-là, une certaine Suzy monte à bord d'un bus de l'autorité de transport du district de la capitale en direction du campus, profilé par le chauffeur de bus de l'époque. C'est la dernière apparition confirmée de Susan Lyle avant sa disparition. Après un trajet de 25 minutes à 9h45, le bus fait son arrêt prévu à Collins Circle. Le chauffeur de l'époque ne se souvenait pas si Suzy était descendue, bien qu'une amie à elle prétendait l'avoir vue descendre du bus et s'éloigner. Ce serait la dernière apparition non confirmée de Suzanne. Le lendemain matin, le 3 mars, le petit ami de Suzy, Richard, appelle ses parents pour les informer qu'il n'a reçu ni appel ni email de Suzy la veille après être rentré du travail et qu'il n'a pas pu la contacter. Il ne se passe que quelques heures avant que Doug et Mary contactent la police du campus de Sunny Albany pour annoncer officiellement que Suzy a disparu. La police du campus ne réagit pas immédiatement, déclarant que les absences des étudiants universitaires sont fréquentes. L'un des officiers assiste au prochain cours de Suzy pour la chercher, mais elle n'arrive jamais. À 4 heures de l'après-midi le 3 mars, Mary a l'idée d'appeler la banque de Suzy et de se renseigner sur son historique de dépenses. La banque révèle que le compte de Suzy a été consulté à un distributeur automatique peu avant l'appel de Mary. Le montant retiré était le retrait habituel de Suzy de 20 dollars, mais l'emplacement ne serait pas connu avant le lendemain. Le matin du 4 mars, la banque de Suzy rappelle Mary pour l'informer que l'emplacement payant pour le distributeur automatique est passé et a été enregistré par une machine au magasin de proximité Stewart Shop à Albany, à quelques kilomètres du campus et dans une partie de la ville que Suzy visite rarement. Lorsque le courrier arrive plus tard, le 4 mars, Mary Lyle découvre une carte d'anniversaire de nul autre que Suzy elle-même. Ce geste semble normal, mais le timing est particulier et déstabilisant. Comme Suzy a inclus une note qui disait « à bientôt » à l'intérieur de la carte. Le 5 mars, après avoir assisté à un autre cours de Suzy dans lequel elle n'était pas comptabilisée, l'affaire est devenue une anomalie par rapport à la plupart des profils d'étudiants universitaires disparus et appelle la police de l'État de New York pour aider à la recherche imminente. Dans les semaines suivantes, lors d'une lourde enquête policière, Richard Condon est interrogé, mais rapidement compris comme innocent. Richard fournit un alibi pour la nuit du 2 mars pendant laquelle il jouait à des jeux vidéo avec un autre ami. La police interroge également le chauffeur de bus sur l'itinéraire de Suzy pour aller et revenir du travail, qui dit se souvenir que Suzy est montée dans le bus le soir et est certaine qu'elle n'est pas descendue au dernier arrêt la nuit, mais n'est pas sûre si elle est effectivement descendue du bus à Collins Circle. Après quelques semaines d'analyse des retraits au guichet automatique, la police a découvert des images de vidéosurveillance d'un homme non identifié faisant ses courses chez Stewart Shop à l'heure où le compte de Suzy était utilisé. L'homme portait une casquette de baseball et une veste et un croquis de son visage a été montré au public. Son profil intitulé « L'homme Nike ». En mai 1998, les autorités découvrent le badge de Suzy de Babbage's sur un parking du campus ensoleillé, à 90 pieds de l'arrêt de bus. Cependant, la durée de présence de l'étiquette n'est jamais déterminée et la police ne récupère aucune trace d'acide désoxyribonucléique ou autre élément de preuve. Plus tard cette année-là, le supposé homme Nike du croquis de police se présente et coopère avec les enquêteurs lors duquel il est interrogé sur les événements de Myers 3
Son histoire élimine tout soupçon et il est rapidement écarté en tant que témoin ou suspect. Malgré des recherches et des efforts incessants au cours des 20 prochaines années, aucune nouvelle preuve ou piste n'apparaît. Le développement le plus récent dans l'affaire est en 2016, lorsque Mary Lyle s'associe à des experts locaux en cartographie sous-marine détaillée, après avoir ressenti à plusieurs reprises des sensations étranges en conduisant sur le pont Crescent au-dessus de la rivière Mohawk. Malheureusement, rien de significatif n'est signalé, et la disparition de Susan Lyle reste non résolue jusqu'à ce moment. Lors de l'analyse de l'ensemble de l'affaire, les éléments de preuve les plus examinés et les plus souvent cités sont les retraits d'argent au distributeur automatique et le mystère total concernant qui a exactement accédé à la machine, avec à la fois la carte de débit de Suzy et le numéro d'identification personnel respectif. Le détail le plus flagrant concernant ce point de l'affaire est le moment où cela s'est produit. Le compte de Suzy a été consulté longtemps après sa dernière apparition. Cela seul a peu de sens. Si Suzy a été volée puis kidnappée, pourquoi le coupable attendrait-il presque 24 heures avant d'utiliser réellement sa carte de débit? Il a été précisé que seul Suzy et son petit ami Richard connaissaient le code numéro d'identification personnelle exact du compte bancaire. Cependant, bien que cela semble suspect en surface, il ne faudrait pas trop de coercition pour qu'un kidnappeur ou un auteur de l'acte obtienne l'information de Suzy, si elle était retenue captive. Cependant, ce n'est pas le seul détail étrange de l'incident au distributeur. Doug et Mary Lyle étaient convaincus que le distributeur automatique situé dans une épicerie d'Albany, éloigné de l'itinéraire habituel de Suzy pour aller au travail ou à ses loisirs. Ce n'était pas non plus un lieu prisé des autres étudiants de State University of New York pour faire leurs achats. Le commis du magasin de Stewart ne reconnaissait pas la photo de Suzy et ne se souvenait pas l'avoir vue le 3 mars ou n'importe quel jour précédent. La police pensait avoir résolu le mini-mystère du distributeur automatique lorsqu'ils ont visionné les images de la vidéosurveillance du magasin de Stewart et ont remarqué une figure suspecte qui est entrée dans la supérette à peu près au même moment où le distributeur automatique a été utilisé sous le compte de Suzy. Cela a donné naissance au suspect de l'homme Nike et aux théories du complot, mais n'a fini par être rien de plus qu'une théorie circonstancielle et un profilage racial présumé. La frustration avec les images de vidéosurveillance et l'utilisation du distributeur automatique est que les caméras ne couvrent pas réellement le distributeur lui-même. Elles sont plutôt positionnées au-dessus du comptoir dans le magasin. Ainsi, quiconque peut utiliser le distributeur sans révéler son identité. Cela complique le cas de Suzy. Non seulement nous sommes bloqués pour voir qui activait exactement ces informations, mais nous devons prendre en compte que cet emplacement a été utilisé volontairement par l'utilisateur, qu'il s'agisse d'un kidnappeur ou même de Suzy elle-même. L'utilisateur aurait pu savoir que ce distributeur automatique spécifique protégeait l'identité et ne pouvait être retracé que par Global Positioning System plutôt que par profilage facial. Dans le grand schéma des choses, la controverse du distributeur automatique est certainement le point le plus important du dossier, mais aussi une piste stérile de conspiration et de confusion, plutôt que de nous dire quoi que ce soit d'utile, à part le fait que quelqu'un impliqué risquait son plan à 4 heures de l'après-midi, le 3 mars. Depuis la disparition de Susan Lyle, la conspiration du distributeur automatique a éclaté et son badge a été trouvé sur le parking près de Collins Circle. D'innombrables théories ont été proposées sur Internet et dans des publications du monde entier, essayant de dévoiler les secrets de ce mystère apparemment inexplicable. Malgré son alibi le disculpant, la théorie la plus populaire se concentrait sur Richard Condon, le petit ami de longue date de Suzy. Les suiveurs de l'affaire ont suivi leur intuition. Beaucoup ont souligné qu'il était le seul autre parti à avoir le code numéro d'identification personnelle du compte bancaire de Suzy en sa possession, et qu'il serait probablement au courant de son schéma de retrait de $20. Toutefois, comme indiqué plus tôt, n'importe qui pourrait contraindre Suzy à révéler le code numéro d'identification personnelle dans certaines circonstances. De plus, il serait illogique pour Richard de laisser un indice aussi flagrant derrière lui, sachant qu'il utiliserait le distributeur à sa guise. Parce que, tant d'enlèvements et de meurtres impliquaient 2 parties familières, Richard était une cible facile en raison de sa relation étroite avec Suzy. Suzy et son partenaire se sont rencontrés en ligne, ce qui a immédiatement alarmé les parents de Suzy. Doug Lyle a décrit Richard comme un individu incroyablement intelligent, mature au-delà de ses années et dévoué à sa relation avec lui et Suzy.
Mary Lyle pensait qu'il était trop collant et un petit ami contrôlant, vérifiant toujours Suzy le soir et accédant à son ordinateur depuis le sien, violant ce que la plupart considéreraient comme une invasion de la vie privée. Des conspirateurs en ligne ont suggéré que Richard ait piraté le distributeur de billets du magasin Stewart depuis son ordinateur pour égarer délibérément les enquêteurs. Indépendamment des caractéristiques perçues de Richard, Suzy ne s'est jamais plainte ouvertement de sa persistance ou de sa personnalité envahissante. Cependant, la police n'a jamais bien été 100% prête à abandonner Richard comme suspect. Après quelques mois d'enquête et vers le moment où les théories de Nick Eman ont été réduites en cendres, la police a tenté de mener une deuxième série d'entretiens avec Richard. Cette fois, Richard a refusé de parler sans avocat et a rejeté une demande de passer un test de détecteur de mensonges. Sans aucune preuve réelle reliant Richard à la disparition de Suzy, les autorités ont pris cela comme un signe pour passer à autre chose. Cependant, les mêmes conspirateurs persistants, en ligne et en personne, ont vu dans l'absence ultérieure de Richard une possible admission de culpabilité. En réfutation, il est important de se rappeler que Richard a pleinement coopéré à tous les interrogatoires la première fois. L'interrogatoire de la police n'est pas un processus agréable et avoir à faire face à un interrogatoire houleux avec un alibi déjà établi n'aurait de toute façon pas été très utile à la recherche. Les tests de polygraphe sont aussi très peu fiables et fréquemment inexacts. Il serait logique que Richard craigne que ses propres anxiétés et nerfs, qui surgissent lors d'un entretien, faussent le test du détecteur de mensonges et impliquent faussement sa culpabilité, un problème courant observé dans les enquêtes criminelles au fil des ans. Lorsqu'on pense au moment où la police est revenue vers Richard, il devient évident qu'après l'échec du suspect de nuit, les autorités étaient désespérées pour une piste concrète ou un nouveau suspect et ont considéré Richard comme un récepteur probable. Richard a maintenu son innocence pendant tout le processus, s'est remarié et a tourné la page de cette affaire. Un couple d'autres suspects potentiels ont été considérés à un moment ou à un autre, bien que tous deux aient été disculpés presque aussi rapidement qu'ils avaient été impliqués. L'un des suspects n'a pas réellement été profilé comme une personne spécifique, mais a plutôt été hypothétiquement établi à partir d'un cas très similaire, exactement 13 ans avant la disparition de Suzy. En mars 1985, une autre étudiante ensoleillée d'Albany nommée Karen Wilson a été vue pour la dernière fois en descendant d'un bus de transport public à 1 mile du campus. Tout comme la disparition de Suzy, une recherche intense n'a donné aucune preuve ni trace de Karen, laissant l'affaire tout aussi froide. En passant en revue d'autres dossiers criminels dans la région de l'État de New York. La police a également trouvé des documents provenant d'un violeur condamné anonyme qui se trouvait justement en déplacement au même moment où Suzy a disparu. Cependant, après avoir extradé le criminel de l'Illinois à New York pour un interrogatoire, il a révélé un alibi solide et a été exclu de toute considération ultérieure. Un autre criminel condamné a été considéré comme suspect 7 ans plus tard, en 2005, lorsqu'un homme nommé John Reagan a été jugé pour tentative d'enlèvement d'une étudiante de lycée en 1993. L'enlèvement a eu lieu dans les rues proches du lycée de Saratoga Springs, à une courte distance de la ville natale des Lyle, Ballston Spa. Les parents de Suzy et les enquêteurs ont trouvé les similitudes des affaires étranges et ont tenté d'interroger John sur une éventuelle implication. Malheureusement, John a refusé de discuter de tout autre cas avec les autorités et a fini en prison pour son propre crime. La police a rayé son nom de la liste avec méfiance. L'une des plus grandes théories qui découle de ce mystère est celle que beaucoup de gens ont peur de considérer et ne veulent pas discuter. Le fait que Susan Lyle ait pu partir de son propre gré. Bien qu'il n'y ait aucune preuve explicite qui confirme une telle croyance, elle doit être considérée dans un cas sans raison solide ou logique. Suzy était une personne très privée avec peu d'interactions sociales. Elle avait son petit ami, les membres de sa famille et ses collègues, mais c'est à peu près tout, du moins à notre connaissance. Il est important de se rappeler qu'elle passait beaucoup de temps sur Internet, se connectant virtuellement à toute une autre communauté. C'est ainsi qu'elle a d'abord rencontré Richard, donc il est possible qu'elle ait rencontré d'autres personnes sur des forums anonymes. Et si elle avait rencontré un groupe qui l'avait convaincu de s'en aller ? Bien que très improbable, rien ne l'obligeait à rester dans la région d'Albany. Dans le même ordre d'idées, la mère de Suzy a dit à plusieurs reprises que Suzy vivait de chèque de paie en chèque de paie et s'inquiétait spécifiquement de ses fonds dans les jours précédant sa disparition. Mary a même essayé de prêter un peu d'argent, mais Suzy a rapidement rejeté l'offre.
Une autre possibilité liée à Internet était que Suzy ait trouvé une méthode alternative pour gagner de l'argent ou ait reçu une offre qu'elle ne pouvait refuser de quelqu'un sur le web. Si c'était loin de chez elle, elle aurait certainement besoin d'un peu d'argent pour compléter le voyage, ce qui expliquerait les retraits fréquents aux distributeurs automatiques à la fois le 2 et le 3 mars. Tout le monde veut dire que quelqu'un a dû persuader Suzy de donner son code de compte et a utilisé la machine lui-même, mais comme Suzy était l'une des 2 seules personnes à connaître le numéro de sécurité, c'est Suzy elle-même qui a effectué les retraits. Doug et Mary Lyle sont tous deux d'accord pour dire que leur fille était une créature d'habitude et ne s'éloignerait pas d'un mode de vie normal, ce qui d'une part explique la constance des mandats de $20, mais fait aussi se poser la question de pourquoi elle prendrait une décision aussi radicale de quitter la maison également. Il serait également très insensible de partir sans en parler à une seule âme, mais aussi d'envoyer à sa mère une carte d'anniversaire promettant de la voir bientôt. D'un autre côté, il est plus probable que Suzy avait une mission secrète dont elle seule avait connaissance et a été kidnappée, ou pire, quelque part en cours de route. Elle aurait pu vouloir rester discrète sur une course ou tâche en ligne, mais a rencontré des soucis à l'insu de tous. Cela expliquerait son utilisation aléatoire du distributeur, sa disparition sans trace et le fait qu'elle ait laissé ses affaires derrière elle. Le seul argument contre une telle affirmation et le plus gros problème dans toute l'affaire Susan Lyle est le badge d'employé trouvé sur le parking près de Collins Circle 2 mois après la disparition. Si Suzy est partie de son plein gré, pourquoi reviendrait-elle ou son ravisseur sur le campus ensoleillé d'Albany pour placer son badge près du lieu où elle a été vue pour la dernière fois? La seule pensée raisonnable est que Suzy l'a laissé tomber après être descendue du bus et en se dirigeant vers une autre destination que sa résidence universitaire. Compte tenu du fait que le parking où le badge a été trouvé est dans la direction opposée du logement de Suzy, certains rapports ont indiqué que le badge trouvé n'est même pas celui qu'elle aurait porté la nuit où elle a travaillé pour la dernière fois. Il est également étrange que l'indice n'ait pas été découvert jusqu'à 2 mois après sa disparition. Si le campus ensoleillé d'Albany a été fouillé par les enquêteurs aussi rigoureusement qu'ils l'ont maintenu, tout le scénario est aussi déconcertant que l'affaire elle-même, laissant la plupart des théories en suspens. En analysant la situation dans son ensemble, il est quasiment impossible de tirer une conclusion définitive sur la disparition mystérieuse de Susan Lyle. Cependant, en prenant tout en considération, une seule théorie a vraiment du sens. Suzy a été emmenée par quelqu'un qu'elle seule connaissait, anonyme même pour ses amis et sa famille les plus proches. Cette hypothèse découle de 2 indices majeurs suggérés par les collègues de Suzy et sa mère. Le collègue a révélé dès le début de la recherche que Suzy avait mentionné qu'elle avait l'impression d'être suivie par une figure inconnue, mais n'était pas inquiète, ce qui signifie que cela aurait pu être quelqu'un qu'elle reconnaissait vaguement ou n'était même pas sûre que c'était un harceleur. Puis Mary Lyle a partagé qu'elle croyait que Suzy voyait quelqu'un en dehors de Richard en raison d'un comportement un peu étrange et de la connexion qui s'effritait avec son ex-petite amie. Les 2 propositions sont tout à fait possibles, et bien que ni l'une ni l'autre ne puissent être confirmées, elles joueraient toutes 2 des rôles complexes dans un éventuel enlèvement et pourraient facilement être liées l'une à l'autre. Comment Suzy connaissait-elle cette personne théorique, l'Internet ? Selon les registres, la police a analysé techniquement l'ordinateur de Suzy, mais on ne sait pas s'ils ont vérifié son historique de navigation ou les forums qu'elle visitait. Même s'ils l'ont fait, il n'est pas difficile de cacher des relations virtuelles qui ne sont pas liées à un disque dur physique. Si Suzy préparait secrètement quelque chose avec quelqu'un, Internet était sûrement son seul moyen de communiquer. L'ajout du fait que Suzy était incroyablement douée en informatique et utilisatrice d'Internet de longue date ne fait que légitimer cette théorie. Elle aurait pu cacher cette information à Richard, qui avait accès à ses fichiers et a emporté le secret avec elle. Nous avons également conclu que le principal mystère à Collins Circle ne s'est en réalité pas du tout produit à Collins Circle, mais plutôt à un endroit non spécifié, entre le centre commercial Crossgates et le campus ensoleillé d'Albany. Cette conclusion découle du manque de certitude dans les prétendues observations de témoins oculaires de Suzy après qu'elle ait quitté le travail. Le gardien de sécurité de nuit du centre commercial a déclaré que rien n'était hors de l'ordinaire dans le parking arrière des employés, et le chauffeur de bus du véhicule spécifique qui a pris Suzy en charge la nuit du 2 mars a confirmé qu'il l'a vue monter à bord à 20h20. Cependant, les assurances s'arrêtent après cela. Le chauffeur de bus ne se souvient jamais que Suzy est descendue du bus à Collins Circle, mais sait qu'elle est descendue avant le dernier arrêt. De plus,
L'étudiant qui prétend avoir vu Suzy sur le campus à 9h45, la nuit où elle a disparu, pensait seulement avoir vu Suzy et a été interrogé 48 heures après les faits. Ces observations incertaines et vacillantes sont trop fragiles pour être crues avec certitude. En ce qui concerne, après être monté dans le bus, nous pensons que Suzy a rencontré son contact dans la banlieue d'Albany et a été enlevée cette nuit-là ou à un moment donné le jour suivant. Elle rencontrait très probablement un amant secret ou un ami virtuel, ayant probablement besoin d'argent pour expliquer ses retraits aléatoires tout au long de l'après-midi et a ensuite été forcée de retirer davantage le jour suivant après que le suspect a montré son vrai visage. Pour expliquer les retraits au distributeur automatique le 3 mars, le coupable a probablement stratégiquement utilisé un distributeur automatique sans une caméra de sécurité fiable et a utilisé la machine cachée du magasin du steward hors de la vue des caméras de surveillance. Nous croyons que Suzy était encore en vie le 3 mars et était la personne qui a réellement utilisé le code numéro d'identification personnelle de la banque, puisqu'il n'a été entré correctement qu'une seule fois et son montant habituel de $20 a été retiré. Sous la menace de son ravisseur, le destin de Suzy sombra dans les ténèbres après cet instant. Elle n'est jamais revenue sur le campus, car sa carte d'accès pour le dortoir n'a pas été utilisée après le 2 mars. En ce qui concerne l'insigne mystérieux trouvé sur le parking ensoleillé d'Albany, nous pensons que le véritable auteur a découvert que c'était l'endroit présumé de la dernière activité confirmée de Suzy quelques mois après la disparition initiale. Ils ont pensé à un objet lié à Suzy, nettoyé son badge de travail, sont retournés sur le campus et l'ont placé près de l'arrêt de bus de Collins Circle pour tenter d'égarer les autorités. Cela peut sembler être un stratagème inutilement et largement étendu, mais les indices manquent de plausibilité en premier lieu et s'inscrivent dans les découvertes finales. Nous sommes convaincus qu'elle avait l'intention de reprendre sa vie normale après la rencontre avec un étranger supposé, se reposant sur le fait qu'elle a dit à sa mère dans sa carte d'anniversaire à bientôt. Ce qui est finalement arrivé à Susan Lyle ne sera pas spéculé pour sauver son cas des gouffres sans fin de la théorie du complot inconsidéré. Ses parents ont tenté la même grâce et, en trouvant les aspects positifs d'une telle tragédie déroutante, ont réussi à maintenir les lois concernant la période d'investigation des forces de l'ordre étatiques et fédérales sur les cas de personnes disparues. Les jeunes adultes comme Suzy, spécifiquement les étudiants universitaires, ont historiquement été mal gérés lorsqu'ils étaient signalés comme disparus. Et les efforts juridiques des Lyle ont fait de la tranche d'âge de leur fille une priorité tout aussi importante que les jeunes enfants. Des gens ordinaires, comme nous, peuvent aider à soutenir ces programmes et à lutter contre l'augmentation des cas de personnes disparues. Nous ne signalerions pas cela si nous ne pensions pas que cela pourrait aider à rappeler au monde, à sensibiliser et potentiellement à apporter un nouvel indice ou une nouvelle piste au premier plan de la recherche. Jusqu'à ce que nous la trouvions, Suzy restera un symbole d'inspiration et de souvenir. Il est important de ne pas oublier qu'avant que son cas ne soit gelé, elle était un être humain, une femme avec un avenir en informatique et une leader dans l'avancement de la technologie au XXIe siècle. Elle était discrètement brillante, avec une intelligence inégalée parmi ses pairs. Son dévouement à la poésie et à la créativité a allumé une lumière chez tous ceux avec qui elle est entrée en contact, et nous espérons que cette lumière continuera à briller ici bientôt. En attendant, la recherche continue alors que nous insistons sur la persuasion et luttons pour obtenir des réponses à la disparition de Susan Lyle et au mystère de Collins Circle. Ceci est Détective Cold Case.